Au XVIIe siècle, la France a difficilement réussi, avec l'œuvre de Richelieu et Louis XIII d'abord, puis celle des Colbert et de Louis XIV ensuite, à créer une marine permanente à la hauteur de la puissance de la France. À cette époque déjà, la monarchie des Bourbons, la France, est devenue la première puissance démographique, économique et militaire du continent, ce qui inquiète passablement ses voisins immédiats, que sont les Provinces-Unies, actuels Pays-Bas, et surtout la Grande-Bretagne, qui s'active alors pour tout mettre en œuvre afin de foudroyer la superpuissance française montante. Une lutte sans merci va commencer entre Versailles et Londres, qui cherchent toutes deux à dominer l'économie mondiale et orienter la destinée du monde. Louis XIV, qui possède déjà la plus grande armée du continent, ce qui inquiète l'Europe entière, donnera aussi à son royaume la plus formidable puissance navale de tous les temps. Dans les années 1680, il possédera une marine plus nombreuse que celle des autres puissances maritimes de l'époque. Pour ces petits pays, c'en est trop, surtout que le roi de France est aussi le chef de file de la défense du catholicisme et est à la pointe de la contre-réforme en Europe, tandis que les nations commerçantes et maritimes d'Europe du Nord sont pour l'essentiel réformées et protestantes, néerlandais et anglais en tête. C'est aussi donc une guerre de religion, puisque Louis XIV cherche à mettre sur le trône britannique un catholique de la famille des Stuarts. Cependant, en 1715, après la très dure guerre de succession d'Espagne qui a vu la France devoir affronter une Europe coalisée contre elle, et la mort du roi Soleil après 72 années d'un règne ininterrompu, une paix avantageuse pour le royaume est enfin trouvée. Les finances exsangues imposent de réduire tout de suite les dépenses militaires à la portion congrue, sans quoi la famine touchera les peuples de France. Le budget de l'armée est bien sûr maintenu pour interdire les invasions continentales du royaume, mais la flotte se voit donc amputée de son budget et de la quasi-totalité de ses navires de ligne et frégates. Le royaume n'avait alors pas le choix. La marine royale se reconstruit donc lentement dans les décennies suivantes et va devoir se montrer très innovante car la Royal Navy, quant à elle, n'a en rien limité son budget militaire, bien au contraire. Les ambitieux Britanniques veulent saisir le trident de Neptune et consacrent l'intégralité des fonds qui leur sont disponibles à l'acquisition d'une flotte considérable. La France, qui se trouve en infériorité au niveau des effectifs, mise donc sur une supériorité technologique qu'elle va acquérir sans difficulté grâce à de talentueux ingénieurs, marins et hommes de science. Louis XV reprend une politique pacifique avec le Royaume-Uni, car durant la période précédente de la régence de Philippe d'Orléans de 1715 à 1723, cette phase de paix générale a été extrêmement profitable à l'économie française. En effet, entre 1715 et 1740, la France va acquérir une insolente prospérité coloniale et commerciale qui fera d'elle l'acteur majeur incontournable de l'économie mondiale, aux grandes dames d'une Grande-Bretagne jalouse et envieuse qui convoite cette première place. Le traité d'Utrecht de 1713, avec l'acquisition par les Britanniques de plusieurs territoires stratégiques en Amérique et aux Antilles, donnera l'illusion d'une supériorité acquise par Londres. Or, il n'en est rien. La France, avec ses 25 millions d'habitants, face aux 10 millions de Britanniques, poursuit et accélère ses activités économiques et de colonisation tous azimuts. De ce fait, la Grande-Bretagne n'aura alors de cesse de tout faire pour contrecarrer une hégémonie française bien ancrée en Amérique du Nord, aux Antilles et en Inde. Pour cela, il faudra plus d'un siècle de lutte acharnée. C'est dire l'avance prise par la France dans tous les domaines, sur tous les marchés coloniaux et dans l'économie générale de la planète au XVIIIe siècle. Cette politique de paix, initiative de Louis XV, aura malheureusement plusieurs effets très négatifs. La totalité des crédits n'est pas accordée à la marine, malgré les demandes répétées des ministres successifs, Maurepas, Choiseul,
et bourgeois de Boann, ce qui fait plafonner le nombre de vaisseaux, maintient un lourd déficit en frégates, bâtiments essentiels dans les opérations navales de poursuite, le convoyage des navires marchands, les opérations côtières et autres activités essentielles de protection du commerce et des intérêts de la France, et cette politique d'austérité limite également l'entraînement du personnel en mer à très peu de choses, autrement dit, les hommes sont peu formés. Toutefois, la marine est permanente et sérieusement ancrée dans le paysage politique, économique et même culturel d'une France fermement amarinée, ce qui en soi est la plus grande des victoires héritées du grand siècle. À cette époque déjà, le commerce par voie maritime représente plus de 60% du commerce mondial global. Aujourd'hui, c'est 80% des marchandises du monde qui transitent sur des navires, soit 8 produits échangés sur 10. En ce début du XVIIIe siècle, l'enjeu devient donc essentiel. La puissance qui dominera les océans dominera le monde pour les siècles à venir. L'État qui saisira le trident de Neptune et imposera sa thalassocratie, c'est-à-dire son contrôle des mers, en Europe, cette puissance sera l'hyperpuissance de la planète. De 1744 à 1748, la guerre de succession d'Autriche est pour la marine française un match nul avec la Royal Navy qui est au maximum de ses capacités sur bon nombre de théâtres d'opérations. La guerre de 7 ans, cependant, avec une marine britannique qui a tout prévu et qui attaque de manière honteuse en pleine paix, sans déclaration de guerre officielle, est absolument catastrophique pour la France. Elle se soldera par des défaites d'un bout à l'autre du globe et la perte de la Nouvelle-France, Canada et Louisiane, et de l'Inde, qui était en passe de devenir entièrement française, nous le verrons. L'Angleterre salit donc à jamais son drapeau et son honneur par cette perfide manœuvre de 1754. Les riches îles à sucre et les territoires d'intérêt économique majeur seront toutefois conservés malgré la défaite générale. Ceci n'entamera en rien la puissance économique française qui continuera d'être un sujet d'inquiétude toujours grandissant à Londres et pour le gouvernement britannique. Les terres françaises d'Amérique sont en effet assez peu explorées, donc les ressources exploitées restent marginales et peu nombreuses. L'arrivée au pouvoir de Louis XVI, sa compréhension des besoins de son royaume et de la nouvelle donne internationale, sa passion dévorante pour l'exploration maritime et les affaires navales en général, va amener la France à surpasser techniquement, stratégiquement et militairement la Grande-Bretagne sur mer. Elle apportera une revanche très attendue par un personnel maritime et un peuple traumatisé par la perfidie anglaise de la guerre précédente et une éclatante victoire décisive lors de la guerre de soutien à l'indépendance des 13 colonies américaines. Pour la première fois dans l'histoire du pays, en 1782, le budget de la marine va dépasser le budget de l'armée de terre, du jamais vu, suivant ainsi la marche inexorable du progrès et s'inscrivant dans la modernité de son temps. La France deviendra alors la puissance dominante de ce monde, avec une marine française, la Royale, technologiquement bien plus avancée que sa rivale britannique et qui s'imposera dans les combats et à l'échelle planétaire. Les plans de type Borda-Sané, du nom des inventeurs et ingénieurs français, révolutionnent la marine en imposant des navires standardisés, facilement productibles en série, et augmentant de ce fait drastiquement les capacités productives des arsenaux français, alors, et de loin, les meilleurs du monde, nous le verrons également. En effet, le système des ports-arsenaux développé depuis le XVIIe siècle atteint son apogée à cette époque, symbolisé par les travaux du port de Cherbourg que nous étudierons, une prouesse d'ingénierie moderne exceptionnelle alors en Europe. Même si la France, dans son ensemble, reste profondément terrienne, l'intérêt de ces peuples pour les questions navales et coloniales devient majeur, une nouvelle mode, symbole de modernisme pour la noblesse. L'économie connaît une maritimisation sans précédent
qui s'explique par le succès indéniable du commerce colonial avec les îles à sucre, Antilles et Caraïbes, avec comme épicentre Saint-Domingue, alors première productrice mondiale de sucre, produit de luxe incontournable pour les élites européennes. L'île produit en effet plus de sucre que les Antilles et le Brésil réunis. La Compagnie des Indes vers l'Asie est aussi un succès indéniable, ce qui contraste avec le malheureux Colbert, bien trop précurseur apparemment, qui avait multiplié en son temps les tentatives avec des compagnies de navigation qui firent faillite les unes après les autres face au peu d'entrain de ses contemporains pour les affaires du commerce lointain. Une déconvenue difficile à comprendre aujourd'hui avec le recul quand on voit les fortunes immenses nées dans les pays du nord de l'Europe grâce aux compagnies commerciales qui firent la prospérité de Amsterdam et Londres au XVIIe siècle. N'hésitez d'ailleurs pas à faire prospérer notre Compagnie des Terres Australes qui soutient la chaîne et découvrez notre combat en description de la vidéo. Cette évolution, aussi bien économique et commerciale que militaire et technologique, va forcer la Marine royale à intervenir sur des théâtres d'opérations de plus en plus lointains, alors qu'au siècle précédent, les grands affrontements ne se déroulaient que dans les eaux européennes. Les élites s'habituent à consommer du café, du chocolat et du sucre, produits venus forcément par la mer, se passionnent aussi pour les récits d'exploration, les aventures lointaines et s'interrogent sur les populations dites sauvages au-delà des mers. À des distances faramineuses de la France, les officiers de marine se transforment en diplomates, logisticiens, géographes et botanistes. Cette formidable prospérité coloniale et cette vaste domination mondiale française est bien sûr la cause principale de la perfide jalousie anglaise et des 3 guerres mondiales du XVIIIe siècle, guerre de succession d'Autriche, guerre de 7 ans et guerre de soutien à l'indépendance des 13 colonies d'Amérique, durant lesquelles les 2 pays vont devoir s'affronter pour définir la puissance qui imposera enfin son hégémonie au monde entier. Une lutte titanesque s'engage, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, qui entraînera dans les orages de la guerre de vastes étendues du globe et des peuples de tous les horizons, des fières peuplades des natifs américains, ceux qu'on appelait alors les fils de France tant leur voix penchait largement du côté français, jusqu'aux Maharajas et princes du sous-continent indien qui furent soit les alliés des Français, soit soumis aux pressions britanniques afin de rejoindre leur camp. Les marins français, bien qu'en augmentation constante, ne représentent que 50 000 personnes, soit 3 fois moins que les effectifs britanniques. La carrière maritime fait peur encore car la plupart des Français habitent loin des côtes. Un comble pour un pays comptant 28 millions d'âmes, soit environ 3 fois plus que la Grande-Bretagne. De plus, la crainte de la mer est confirmée par le manque malheureux et flagrant de migration des Français vers leurs possessions coloniales, un thème que nous pourrons expliquer dans une prochaine vidéo. Laissez-nous un commentaire si cela vous intéresse. 80 000 Français seulement sont installés sur l'ensemble de l'immense continent nord-américain, contre 1,5 million de Britanniques dans les seules 13 colonies de la côte atlantique, soit quasiment 20 fois plus. Et nos cousins de Nouvelle-France feront face pendant un siècle. Les 9/10 du continent nord-américain sont alors des possessions françaises, et une série très dense de forts imprenables, merci Vauban, quadrille les vastes étendues des grandes plaines et des grands lacs, du golfe du Mexique au sud, jusqu'au golfe du Saint-Laurent au nord, en suivant les immenses fleuves Mississippi et Ohio. Quand la France permettra à elle seule, et il est bien de le rappeler, par son soutien massif, l'indépendance des 13 colonies densément peuplées et très riches des futurs États-Unis d'Amérique, elle compte évidemment sur le fait que les Britanniques perdent alors le cœur de leur puissance et de leur richesse, poursuivant ainsi la lutte à mort et la guerre économique généralisée engagée par les 2 superpuissances. Une sorte de nouvelle guerre de 100 ans à l'époque moderne.
En France, le monde maritime reste cantonné à une bande côtière assez étroite que nous avions déjà évoquée dans les vidéos précédentes, en particulier celle sur la marine de Louis XIII et Richelieu, et la monarchie ne parvient pas à étendre suffisamment les recrutements à l'intérieur des terres du royaume. La décennie de 1780 verra une amélioration importante du quotidien et de la carrière des matelots afin d'attirer davantage de jeunes gens vers la mer avec le système de réforme des classes que nous verrons bien évidemment ensemble. Toutefois, les conditions de vie en mer restent difficiles et la discipline extrêmement stricte. Mais c'est surtout la peur des maladies comme le scorbut et par-dessus tout la peur d'une guerre maritime bien plus crainte en mer que sur terre, car les blessures invalidantes amputant gravement les matelots sont alors récurrentes lors des batailles. En effet, d'énormes échardes de bois de plusieurs mètres peuvent littéralement découper un homme en deux, sans parler de tous les éclats de bois et autres matériaux propulsés par les impacts des boulets de canon qui peuvent transpercer ou arracher des parties du corps. La peur des naufrages est également très présente, mais en particulier c'est la mort loin des siens, de sa famille, qui limite pour les Français les recrutements dans la marine. Le gouvernement du royaume, depuis Louis XV, encourage la carrière dans la marine en offrant les conditions les plus avantageuses du continent aux marins français, mais le retard pris au XVIe siècle et au tournant du XVIIe siècle sera donc une faille majeure dans la conversion des Français au monde de la mer. La géographie est également défavorable à la France. En soi, la France possède 3 façades maritimes: océan Atlantique à l'ouest, mer du Nord au niveau de Dunkerque et des Flandres, et mer Méditerranée au sud. Ceci pourrait apparaître comme un avantage majeur, et c'est le cas pour le commerce, mais en fait, il s'agit d'un handicap important, car quand il faut réunir les flottes de guerre du Ponant et du Levant pour combattre, il faut à chaque fois faire le tour de la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, dans un sens ou dans l'autre. Même si le canal du Midi, reliant Atlantique et Méditerranée, et mis en service sous Louis XIV, était censé régler le problème, il n'en est rien, car bien trop étroit pour les grands vaisseaux de la Royale, ce sera en tout cas une franche réussite pour le commerce fluvial dans le sud de la France. Mais pourquoi 2 escadres différentes? Une en Méditerranée, une en Atlantique. Eh bien parce que la France possède des intérêts commerciaux très importants sur les 2 façades maritimes. Nantes, Bordeaux, Le Havre et les autres ports atlantiques commercent avec l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, tandis que Marseille et les ports de la Méditerranée s'emploient à un commerce des plus intenses avec l'Afrique du Nord et surtout le Moyen-Orient ou Levant, comme on l'appelait à l'époque. Marseille est d'ailleurs le port numéro 1 le plus actif de toute la Méditerranée. De leur côté, les Provinces-Unies ou Pays-Bas actuels et la Grande-Bretagne ne rencontrent pas cette difficulté. Ils n'ont qu'une seule façade maritime à contrôler et surtout les Britanniques n'ont aucune frontière terrestre à défendre, ce qui explique l'investissement total de leur budget militaire dans la marine, la Royal Navy, un avantage décisif alors que la France doit maintenir des forces terrestres considérables face à une Europe continentale qui sera bien évidemment armée et financée par la perfide Angleterre. Londres justifiera son action et sa politique de coalition anti-française par la recherche de l'équilibre des forces en Europe, mais bien sûr pas dans le reste du monde, où son emprise augmentera et son appétit se fera de plus en plus dévorant et féroce. Avec l'immense effort naval réalisé durant la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, la marine royale française est devenue, en cette tumultueuse année 1789, la deuxième du monde et la seule à même de contrecarrer les plans hégémoniques de la Royal Navy et d'assurer à une Europe qui se réveille malheureusement bien trop tard la liberté des mers que l'Angleterre entend dorénavant interdire au continent tout entier. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu
et évidemment à vous abonner si ce n'est déjà fait afin de ne pas manquer la suite. Vous pouvez évidemment soutenir la chaîne en suivant les liens et rejoindre notre combat en description de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour un nouvel épisode.